Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13 européen. Donc voici le menu. Tournée de reddition de comptes dans les trois communes de la 12e circonscription électorale que sont Lalo, Torviclin et Dogo. Le député David Baumba est allé rendre compte des lois votées récemment par le Parlement. Ensuite, célébration de la journée mondiale de la liberté de presse. La date du 3 mai de chaque année est consacrée aux professionnels des médias, occasion pour réfléchir autrement sur les difficultés qui entravent le développement de la corporation. Il s'agit de la relecture des textes qui régissent les fêtières, le journalisme sous l'emprise du numérique. C'est le thème général qui mobilise les attentions. Et puis en fin d'édition, c'est un pan de l'histoire de notre pays que nous allons revisiter, le dur combat d'Adjouba, l'un des hauts faits guerriers du roi Béhanzin contre les troupes françaises qui avaient signé un traité de protectorat au profit du royaume de Porte-Novo. Avez-vous déjà visité ce site historique et dans quel état se trouve-t-il aujourd'hui? Vous le saurez dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour, à nouveau bienvenue dans ce 13 européen, le développement. Le député David Baumba a effectué une tournée dans les trois communes de la 12e circonscription électorale que sont Lalo, Torviclin et Dobo. Une tournée qu'il a consacrée à la reddition des comptes des lois votées récemment par le Parlement. Reportage de Geoffroy Messan, Florent Dehou. David Baumba prend ici son bâton de pèlerin et sillonne la 12e circonscription électorale. Député à l'Assemblée nationale, il a bravé dame pluie à certains endroits et le soleil ardent à d'autres endroits pour aller au contact de ses mandants afin de leur faire le point des nouvelles lois votées à l'hémicycle. C'est un exercice que nous avons l'habitude de faire avec nos mandants, ceux-là qui nous ont fait confiance pour nous donner ce ticket du Parlement béninois. Oui, c'est de leur droit de savoir tout ce qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour cela, chaque année, nous organisons cette séance et leur expliquer un certain nombre de lois qui sont votées. Nos parents ici au village sont la plupart analphabètes. Ils ne comprennent pas grand-chose des différentes lois que nous votons, mais devant les faits, ils sont condamnés. Donc c'est bien de faire cet exercice pour préparer vraiment nos parents à comprendre comment se comporter dans la société, les différentes lois qui sont votées. Leader politique et membre fondateur du Parti Bloc républicain, BR, dans le département du Koufo, David Baumba a parcouru tour à tour les communes de Lalo, Torviclin et Dogbo. Ici à Lalo comme ailleurs, des jeunes, des femmes, des sages et des têtes couronnées l'ont religieusement suivi et lui ont témoigné leur reconnaissance. La violence faite aux femmes, c'est un fait qui est récurrent dans nos régions ici. Mais à travers cette divulgation, je pense que les parents sont en train de comprendre que désormais, ils ne doivent plus porter la main sur leurs épouses. Également, les jeunes enfants, moins de 18 ans, qui donnent de force en mariage, et surtout les jeunes garçons qui se jettent sur leurs jeunes sœurs de 13 ans, de 12 ans, ils ont compris aujourd'hui que la nouvelle loi leur interdit cela. Donc c'est important d'expliquer ces différentes lois à nos parents. Cette tournée de reddition de comptes a aussi permis au député David Baumba de lancer la remobilisation de la troupe du BR en vue des échéances électorales à venir. Cette tournée dédiée reddition de comptes revêt une importance capitale pour nous, car il s'agit de mettre la lumière sur les nouvelles lois votées au Parlement et les efforts consentis par nos honorables députés. Vraiment, nous ne pouvons que lui dire merci. C'est tombé à pic. Il fallait le faire. Et il fallait même le répéter. Et nous invitons la jeunesse du Koufo à prendre conscience des différentes lois que nous avons votées. Ces lois qui sont votées sont des lois non discutables. David Baumba sort de cette tournée reconforté. Sa base reste soudée derrière lui pour les combats à venir.
Dans la perspective de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Association nationale des communes du Bénin met en œuvre un projet. Il s'agit du projet de promotion de motos électriques dans les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou et Sémé-Poudji. Une note conceptuelle est élaborée dans le cadre du déroulement de ce projet qui a fait l'objet d'un atelier tenu ce mardi à Cotonou. Le président de l'ANCB, Luc Atrokpo, a procédé à l'ouverture des travaux. Reportage de Idrissou Boukari, Rachidi Soubirou. Le transport routier est l'un des secteurs qui émettent énormément de gaz à effet de serre. En réponse à ce constat basé sur les résultats de la 3e communication nationale sur les changements climatiques, l'Association nationale des communes du Bénin pose le diagnostic et propose une solution efficace pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. C'est à travers le projet de promotion de motos électriques dans la commune d'Abomey-Calavi, Cotonou et Sémé-Poudji. Une note conceptuelle est élaborée à cet effet et le présent atelier qui se tient à Cotonou ce mardi 3 mai vise à valider le document en vue de sa mise en application. Conformément à la note conceptuelle qui vous sera présentée tout à l'heure, le projet vise à contribuer à l'élaboration de la qualité de l'air et à la protection de la santé des populations. De façon spécifique, le projet entend introduire 5000 motocyclettes électriques à 4 temps alimentées à l'énergie solaire photovoltaïque dans les 3 communes surmentionnées. Je vous invite donc à être attentifs aux présentations qui vous seront faites au cours de cet atelier et à contribuer, comme vous savez si bien le faire, à parfaire le document qui en résultera. Étudier et parfaire la note conceptuelle pour une mise en œuvre sans faille, la tâche des participants à cet atelier est bien définie. Au Bénin, la volonté politique est clairement affichée. Le gouvernement du président Patrice Talon joue pleinement sa partition dans l'élan collectif visant à réduire l'émission de gaz à effet de serre et donc lutter efficacement contre les changements climatiques. Dans le budget en cours d'exécution, en effet, l'acquisition des véhicules électriques bénéficie d'une exonération. Outre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, soutiennent cette initiative de la fêtière des communes. Donc, le moment est venu d'apporter notre contribution collective à la note conceptuelle et de la finaliser pour une soumission réussie. Je tiens donc à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs impliqués dans la préparation de cette note conceptuelle et je souhaite à tous une réussite sincère dans l'octroi de financement par le Fonds vert pour le climat et la mise en œuvre du projet. Un lot de recueil et de tests sur les changements climatiques a été remis aux maires bénéficiaires du projet. Voici quelques modèles de motos électriques à 4 temps que le projet entend mettre en circulation dans la commune d'Abomey-Calavi, Cotonou et Sémé-Poudji. Et puis on parle à présent de la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse. La date du 3 mai de chaque année étant dédiée à cette commémoration, les professionnels des médias du Bénin ont saisi l'occasion pour réfléchir autrement sur les difficultés qui entravent le développement de la coopération. Il s'agit de la relecture des textes qui régissent les fêtières. Le journalisme sur l'emprise du numérique, c'est le thème général qui mobilise les attentions. Teddy Goudalo pour le compte rendu de la célébration. Le numérique est au centre des réflexions à la commémoration de la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de presse au Bénin. En témoigne la thématique retenue à l'occasion qui s'intitule « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Au Bénin, plus qu'ailleurs, ce thème est d'une brûlante actualité au regard de la place considérable prise ces dernières années par le numérique dans le paysage médiatique au Bénin, avec de multiples impacts sur la pratique du journalisme et sur la sécurité des acteurs des médias du Bénin. Ce thème met en lumière, selon Zakiat Latondi, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, les impacts du numérique sur la liberté d'expression, la sécurité des journalistes et surtout l'accès à l'information. Et face à ces difficultés qui entravent l'éclosion de la coopération, des réformes sont envisagées en vue de redonner vie
au secteur. Il s'agit notamment de la rélecture des tests qui régissent les associations fêtières. Nous avons retenu, en ce qui concerne le CMPA et l'UPMB, que les membres du bureau directeur soient élus pour un mandat renouvelable une seule fois. Les professionnels des médias désireux d'appartenir à l'UPMB doivent être désormais parrainés par des organes de presse légaux reconnus ou des professionnels de grande notoriété. En ce qui concerne le CMPA de façon particulière, nous avons proposé tout élu au sein du bureau directeur des organes des médias fêtiers ou non, désigné, nommé à un mandat dans les structures sous tutelle des fêtiers, doit démissionner dans les 30 jours, francs suivant la date de son élection, de sa nomination, en choisissant de siéger au niveau des fêtières ou dans son association d'origine. Il était nécessaire de relire ces tests. Il ne s'agit pas de saper les bases de la maison, encore moins de faire mal. Il s'agit plutôt de faire tout simplement preuve de responsabilité et de courage pour actualiser les 10 tests qui ont un certain âge. Le rapport du comité de relecture qui retrace les propositions de toilettage des 10 tests est ici remis aux responsables du Conseil national du patronat et de la presse et de l'audiovisuel et l'UPMB. Un atelier de validation du contenu du document sera très bientôt organisé et les professionnels des médias espèrent un réel changement de situation dès son entrée en vigueur. Et puis après la présentation du contenu du rapport de relecture des tests, la parole est donnée à quelques anciens de la corporation. Il s'agit de Wilfried Adoum, premier président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Agapite Napoléon Maforican, qui également fut un responsable d'association fêtière. Ils ont chacun fait savoir le point de vue sur les différentes propositions. On les écoute. Je voudrais souhaiter que le travail minutieux dont le rapport a été ainsi présenté ce matin sera l'ultime recours à nos mots, l'ultime réponse à nos bégaiements qui ne s'estompent pas depuis si longtemps. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Aujourd'hui, il y a un document qui est disponible. C'est la base du travail qui sera fait par la suite. C'est une base d'un travail qui doit être collectif. Il ne s'agira pas de prendre une partie de la presse pour faire un travail contre une autre partie de la presse. Si nous faisons comme ça, nous allons échouer et nous allons recommencer. Ce qui vient de nous être lu, personnellement, je trouve que c'est un acte courageux, c'est un grand progrès, c'est une grande évolution et c'est à l'actif des fêtières. Ce qui est dit est bon, est bien dit. Le diagnostic semble être fait, la thérapie semble être trouvée. Mais on a écouté tout, mais je n'ai pas écouté la HAC. La HAC, c'est le socle de la liberté de presse au Bénin. Article 24 de la Constitution. La liberté de presse est reconnue et garantie en République du Bénin. Elle est protégée par la haute autorité de la communication dans les conditions fixées par une loi organique. Le seul organe qui peut nous aider aujourd'hui, c'est la haute autorité et c'est une institution de la République. Il y a une réforme qui m'intéresse, c'est celle qui consiste à désigner désormais les professionnels des médias pour aller à la HAC au lieu de passer par les élections, etc. Moi, j'attends l'atelier de validation pour voir comment ça va évoluer, quels sont les critères, etc. Parce que les élections donnent droit à beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses, c'est comme les politiques. Hein. Voilà. Donc, parfois c'est ruineux, parfois on ne s'en sort pas, on ne se relève pas. Donc, moi, je pense que c'est de nouvelles réformes. Cette initiative s'avère nécessaire. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui de la presse qui inquiète assez. Vu comment nous fonctionnons aujourd'hui, nos difficultés, nos pratiques et la manière dont nous fonctionnons aujourd'hui. Donc je crois qu'il était quand même temps de marquer un arrêt, de se regarder en face et d'avancer. Je crois que c'est déjà les prémices d'un renouveau dans le monde médiatique. Dans la suite de ce 13 européen, la Fondation des savanes ouest-africaines accorde une subvention d'appui aux réserves de biosphère Pendjari et WBena
Le geste entre dans le cadre des agressions subies par les Rangers dans les mois de janvier et février dernier. Au cours de cette cérémonie, l'ancien président du conseil d'administration de la FSOA a passé le flambeau à son successeur. Voici le reportage. La cérémonie officielle de passation des charges pour la 4e mandature de la Fondation des Savanes Ouest africaines s'est tenue ici à l'hôtel Godel Tilup, le diplomate de Cotonou, devant une diversité d'invités. Au cours de cette cérémonie, les organisateurs ont également procédé à la signature d'une convention de subvention d'appui exceptionnel aux réserves de biosphère de la Pandjari et du parc W du Bénin. La fonction essentielle de la Fondation des Savanes Ouest africaines est de mobiliser des capitaux importants, de les investir sur les marchés financiers afin de générer des revenus réguliers. Stupéfiée par les événements tragiques de janvier et février 2022, la FSOA s'est-elle rapidement engagée à offrir un soutien significatif et concret pour protéger l'intégrité physique des Rangers face au péril des individus armés non identifiés et les prémunir contre les engins explosifs improvisés. Mes vifs remerciements pour votre accompagnement remarquable et l'oreille attentive que la Fondation des Savanes Ouest africaines ne cesse de nous apporter, ce qui se traduit une fois encore par ce nouvel engagement que nous venons de matérialiser. L'ancien président du conseil d'administration de la FSOA passe le flambeau au nouveau président fraîchement élu et l'invite à continuer le combat pour de meilleurs résultats. Le nouveau président du conseil d'administration, investi dans ses nouvelles fonctions, prend l'engagement de participer et de veiller de façon conjointe à toute l'équipe de la FSOA à l'atteinte des objectifs fixés. Il est bien d'être reconnu pour son potentiel, mais il est encore mieux de l'être pour sa prospérité. Il serait donc prétentieux de ma part de dire que beaucoup a été fait. Je pense au contraire que beaucoup reste à faire. Nonobstant ces défis, je me réjouis de quitter la présidence ce jour, laissant la Fondation à un nouveau président élu. Cher président. Aujourd'hui, nous avons le guichet Bénin, Burkina, Niger. Et nous envisageons un 4e guichet, le guichet de la régionalisation. Ce qui veut dire que notre engagement, c'est d'abord faire en sorte que le conseil d'administration travaille comme d'habitude, ait les meilleurs résultats, mais de l'autre côté aussi, c'est de faire en sorte que nous puissions aller encore plus loin dans la mobilisation des ressources. La directrice du cabinet du ministre du Cadre de vie et du Développement durable a encouragé la FSOA pour les efforts consentis au profit des aires protégées. La FSOA a su, en temps opportun, apporter des réponses idoines à des situations qui préoccupaient le gouvernement. Une enveloppe de 330 millions de francs CFA au profit de African Park Network. Pour rappel, la FSOA est dotée aujourd'hui d'un capital de 23 milliards de francs CFA constitué de contributions de 3 États, dont le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, appuyés par la coopération allemande et la Banque mondiale. Et pour finir, c'est un pont de l'histoire de notre pays que nous allons revisiter, le dur combat d'Achupa, l'un des hauts faits guerriers du roi Béanzin contre les troupes françaises et qui avait signé un traité de protectorat au profit du royaume de Porto-Novo. Avez-vous déjà visité ce site historique? Dans quel état se trouve-t-il? Reportage. De hautes herbes et des champs à perte de vue. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas sur un terrain ordinaire, mais sur un site hautement historique, celui du dur combat d'Achupa, qui a opposé le 20 avril 1890 les troupes du roi Béanzin à celles du roi Tofa sous protectorat des troupes françaises. Pour découvrir les contours de ce site, nous nous enfonçons par des sentiers oubliés avec notre guide dans la grande broussaille. Première découverte, cette murette, relique de la base militaire du roi Béanzin à Achupa, lorsqu'il a décidé de venir capturer et soumettre le roi Tofa. Nous sommes à Achupa,
un arrondissement de la commune d'Avrankou où a eu lieu en 1890 la guerre qu'on appelle communément du combat d'Achoupa. Du combat d'Achoupa, ça a eu lieu dans ce village qu'on appelle Vodénou. C'est un village qui était déjà, avant même cette guerre, une douane, Dénou. Dans notre langue, ça veut dire que là où on contrôle les marchandises en partance vers Porto-Novo. Ça a servi de beaucoup de couloirs de transmission vers la ville capitale. Mais déjà, ce qui a eu lieu ici, sur là où nous sommes actuellement, c'est cette guerre qui a opposé le roi Béhanzin et le roi Tofa. C'est-à-dire les deux frères étaient restés dans la même cour autour du roi Glélé. Plus tard, Béhanzin devient roi d'Abomey et Tofa devient roi de Porto-Novo. Mais pour des conquêtes et pour des mésententes, le roi Béhanzin a décidé de conquérir Porto-Novo avec une stratégie aussi particulière. Et là, on l'attendait à venir par Ouinta, mais il a pris par derrière en traversant Katagon, Djomon et a installé sa base précisément là où nous sommes. Voilà les murettes qui sont restées, et même après l'écroulement, on voit encore les murettes. Vous allez voir, c'est très épais. Et la stratégie aussi, parce qu'en utilisant les terres de bas, les balles qu'on avait en ce temps-là, paraît-il que les balles ont de difficultés à traverser les terres de bas. Au-delà de cette murette, le site est hérissé de grandes tranchées totalement recouvertes d'herbe, mais encore identifiables après plus d'un siècle. Et ces trous, jadis, faisaient entre 5, 8 et 12 mètres de profondeur et permettaient à ceux qui devaient, aux guerriers et aux Amazones, de circuler avant d'aller attaquer l'ennemi. Donc voilà, c'est l'entrée de ce trou. Voilà la porte de la base. Quand on sort de la base, on rentre dans ce trou. Ça veut dire que l'ennemi n'a pas le temps de savoir d'où viennent les combattants, d'où ils sont partis. Et vous allez voir des traces de ces trous un peu partout. Et malheureusement, avec l'urbanisation un peu vers Porto-Novo, il y a une partie de ces trous qu'on ne retrouve plus. Ben, on a conservé une bonne partie pour reconstituer l'histoire. La stratégie de Béhanzin, c'était d'aller jusqu'à Porto-Novo, prendre Tofa vivant et le traîner dans le trou pour revenir et repartir à Abomey avec. Mal de peau, déjà le 19 avril 1890, Tofa a été informé que Béhanzin s'est installé à Achoupa. Ce qui a fait que Tofa, aidé par la troupe française, très tôt le matin, déjà ils sont mis en route de Porto-Novo vers Gbedi pour pouvoir commencer le combat avec la troupe. Donc ça a été un effet de surprise. Mais dites-vous, pour ce que l'histoire nous raconte, ça n'a pas été surtout facile. Parce que la troupe de Béhanzin, avec 3000 guerriers et environ 1000 Amazones, ont livré une guerre sans merci. Le site du combat d'Achoupa, c'est aussi la rivière Noire par laquelle le roi Béhanzin regagnait les lieux et une portion de terre qu'il a maudite. Cette rivière, c'est la rivière par laquelle le roi est venu à Achoupa. Le roi Béhanzin est venu à Achoupa. Cette rivière qui est un bras de la rivière Noire qui ceinture la commune d'Avrankou sur 46 km. Donc la base s'est installée juste à côté de cette rivière et c'est aussi une des stratégies. Quand il y a des difficultés, on peut rejoindre rapidement la zone marécageuse, l'eau, et l'ennemi aura des difficultés à attraper les guerriers. Parce que le roi Béhanzin a eu comme information que plusieurs de ces guerriers et de ces Amazones ont été matés par la troupe du roi Tofa avec l'appui des Français, ne voulant plus continuer la guerre parce que c'est devenu plus sanglante cette guerre. Béhanzin est sorti de la base, a réuni le reste de la troupe, a tendu sa main vers ici pour dire
Je me sens trahi sur cette terre. Pour cette portion, rien d'arbre ne poussera ici. Cette parole qui est restée une force est toujours d'actualité parce que vous n'allez pas voir de grands arbres sur l'espace là où nous appelons aujourd'hui l'espace maudit par le roi Béhanzin. Malgré les bonnes intentions des gouvernements successifs, le site du Dukomba d'Achukpa n'a encore connu aucune valorisation. Les herbes ont colonisé les lieux, les reliques disparaissent, des pans du site sont morcelés et vendus, et il faut parer au plus pressé. Quelqu'un qui oublie son histoire est un esclave qui est en devenir. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme site et patrimoine au niveau de notre pays, nous devons les revaloriser. Et c'est déjà heureux que 26 de nos trésors sont revenus. Le reste aujourd'hui, ce que nous avons, ce qui est parti d'Achukpa, ce qui est ailleurs, nous pouvons les reconstituer quelque part pour la valorisation du territoire et pour le développement touristique. En attendant de véritables actions de valorisation de ce site, seul ce monument à l'entrée de l'arrondissement d'Achukpa rappelle que nous sommes dans la cité où le roi Béhanzin a livré l'une de ses farouches batailles contre l'envahisseur français. Le site du Dukomba d'Achukpa lui-même attend d'être valorisé pour que cette partie importante de l'histoire du Bénin ne soit escamotée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi à 16h, votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et puis à très bientôt.